Bonjour à tous et bienvenue donc dans cette webconférence pour la Journée mondiale des arthrites, webconférence qui est axée donc sur les spondyloarthrites. Donc plusieurs interventions et je donne tout de suite la parole à monsieur le professeur Damien Leuil qui va nous faire un point d'actualité sur les spondyloarthrites en 2022. Bonjour à tous. Donc je vais vous présenter les quelques points d'actualité généraux et puis sur les derniers événements, on va passer à la diapositive. Si ça veut bien fonctionner. Voilà. Donc j'ai axé surtout sur les traitements et les comorbidités. Diapositive. Voilà, donc vous voyez, c'est une diapositive qu'on aime bien puisqu'elle fait part des traitements généraux et des traitements annexes qu'il faut ne pas négliger dans la prise en charge de la spondyloarthrite. Donc vous voyez, ça date de 2006, mais c'est pour souligner que les traitements que l'on a actuellement sont toujours d'actualité, que ce soit les anti-inflammatoires, je vais vous en parler, les traitements de fond également, ce qu'on appelle les traitements modulateurs, sulfasalazine, méthotrexate, et les traitements biologiques, et on y reviendra. Et vous voyez, surtout, on insistera également sur la partie de gauche avec les exercices, la rééducation, l'ETP, tous ces prises en charge qui doivent être poursuivies. On va continuer. Donc là, vous avez les dernières recommandations de la Société française de rhumatologie qui sont parues en 2022. Donc elles sont assez fraîches et vous voyez, ça permet de répondre aux deux questions principales. Vous, malade, pouvez être confronté, c'est-à-dire soit avoir une forme qui touche principalement le bassin et la colonne vertébrale, c'est ce qu'on appelle la forme axiale de la maladie, c'est la colonne de bleu. Et vous voyez qu'on a des traitements qui sont, et on en reviendra là, assez clairement définis. Et vous avez colonne de gauche, les spondyloarthrites périphériques qui peuvent prendre plusieurs aspects, soit un gonflement articulaire, soit des douleurs des tendons en périphérie qu'on appelle anthésite, ou soit des phénomènes de gonflement articulaire ou d'orteil qu'on appelle dactylite. C'est des phénomènes inflammatoires extrêmement douloureux qui durent généralement 15 jours, 3 semaines, 1 mois. Donc, ce n'est pas des événements fugaces de douleurs articulaires, c'est vraiment un gros doigt en forme de saucisse, bien connu. Voilà, on va passer à la prochaine diapositive pour vous dire que les anti-inflammatoires restent théoriquement, et ça c'est des travaux très anciens, comme étant des molécules de référence. Pourquoi? Comme vous le voyez, à peu près 70% des spondyloarthrites répondent, et sur les critères de réponse, vous voyez, c'était 80% d'amélioration à l'époque quand on avait un traitement anti-inflammatoire. Donc vous voyez le pourcentage de réponse en bleu quand on était atteint d'une spondyloarthrite, et avec un anti-inflammatoire qui était incoxible et toricoxibe sur le schéma de gauche. On voit donc qu'il y a une très grande réponse au traitement sous anti-inflammatoire chez les patients atteints de spondyloarthrite par rapport à un groupe placebo qui était en gris. Et c'est très important, je vais vous expliquer un petit peu, et c'est là tout le point de cette présentation, vous dire qu'on n'a jamais, quel que soit le traitement, une réponse complète, et c'est ça qui fait un petit peu défaut à tous nos traitements. On va continuer. Les traitements de fond, on les balaye rapidement puisqu'elles n'ont de place en théorie que dans les formes périphériques et elles n'ont démontré aucune efficacité dans ce qu'on appelle la forme axiale de la maladie. Donc ce qu'on appelle nous la forme qui touche la colonne vertébrale et le bassin, donc que ce soit le méthotrexate, l'Arava, l'eflunomide ou la salazopyrine ne fonctionnent pas, on va dire, dans la spondyloarthrite dite principalement axiale. Diapositive. Ce qui fait, comme vous le voyez sur cette diapositive, qu'on rentre tout de suite dans la place des traitements biologiques quand on est en échec des deux anti-inflammatoires. Donc on essaye toujours 2 anti-inflammatoires, plus des traitements antalgiques. Et comme vous le verrez plus tard sur les indices cliniques qui nous permettent d'évaluer l'intensité de la maladie, généralement quand vous dites j'ai une douleur ou un état général ou une évaluation de ma maladie supérieure à 4 sur 10, pour nous ça témoigne déjà d'une forme qui est mal contrôlée, qui n'est pas on va dire, supportable.
et donc ça justifie indirectement l'entrée dans ces traitements qui sont connus depuis 20 ans maintenant, plus de 20 ans pour les anti-TNF. Alors pourquoi je vous montre cette diapositive qui me semble très intéressante, c'est que vous voyez sur cette diapositive tous les anti-TNF et le degré de réponse par patient. Alors vous avez par exemple ici, avec l'infleximab, on a 47 patients sur 100 qui répondent à l'infleximab. Alors, le degré de réponse à SAS40 est je ne pense pas que Caroline en parlera, mais quelque chose pour nous qu'on n'utilise pas, mais qui a une similitude avec un indice qu'on utilise très fréquemment, et pour les patients qui sont hospitalisés, c'est le critère, c'est le BASDAI. Donc, la SAS40 correspond à une amélioration du BASDAI, questionnaire que vous connaissez bien, d'au moins 50%. Donc, vous voyez, c'est qu'on a à peu près un patient sur 2 qui répond de façon satisfaisante. Et qu'est-ce que c'est satisfaisant? D'une amélioration de 50%. Hein, c'est quand même pas non plus le Pérou. Donc voilà, on est devant, quelle que soit la molécule, avec ce degré d'efficacité. On va passer à la diapositive suivante. Qu'en est-il de la maintenance? On a des données qui viennent à très long terme maintenant, qui montrent que les anti-TNF, vous voyez, ont un degré de maintenance très élevé, c'est-à-dire que théoriquement, quand ça fonctionne, on a à peu près 5 ans après un taux de poursuite du traitement qui est de l'ordre de 60 à 70%. Donc, ça montre que ce traitement-là est globalement très bien toléré. Un message important qu'on vous donne en termes de risque et notamment d'arrêt, de discontinuité du traitement. Donc, on voit ce sont des traitements qui sont généralement efficaces dans le temps, qui restent efficaces et qui sont bien tolérés. Diapositive. Alors, on a d'autres molécules. Vous voyez, on a les anti-IL-17. Les anti-IL-17, on a sur l'image supérieure, on voit toujours, vous voyez, ce fameux dans Measure 1, SAS40 response. Vous voyez très bien qu'on a un degré ici de réponse qui est de l'ordre de 40 à 50%. Donc, on est dans la même marge qu'avec les anti-TNF. Pas plus, pas moins, mais même efficacité. Donc, mesuré à 12 mois, on voit que quand on va plutôt à 6 mois, on est à peu près sûr d'obtenir l'efficacité, on va dire, maximale, qui se maintient dans le temps. Donc, c'est pour ça que pour ma part, j'aime bien de voir les patients à 6 mois, parce qu'on conforte vraiment une impression d'une amélioration qui est observée à 4 mois. Ceci étant vrai, vous voyez que les gens qui ont déjà reçu un traitement biologique, c'est le graphe de 2, répondent aussi statistiquement mieux avec le sécukinumab qu'avec le placebo, où on voit la colonne grise toujours en bas, quelle que soit la dose, vous voyez 60 ou 150 mg, sachant qu'en pratique clinique, nous, on utilise les 150 mg. Donc, on va passer à la diapositive suivante. Vous voyez que le taux de maintien qu'on avait vu préalablement avec les anti-TNF, les traitements biologiques permettent par anti-IL-17, qu'est-ce qui se passe? On revient à la diapositive d'avant. Voilà. Encore. Il y en a une qui a disparu, c'est pas grave. On va continuer de toute façon. Alors, l'upadacitinib, on a, comme vous l'avez déjà vu préalablement, des taux de réponse, vous voyez, de 45% sous ce traitement-là. Donc, on avoisine toujours le même pourcentage, quel que soit le type de molécule de réponse, qu'on soit avec un anti-IL-17, qu'on soit avec le Rinvoq, une nouvelle molécule que l'on a depuis à peu près 1 an, ou que l'on ait un anti-IL-17. Et ça, c'est très important parce qu'on a ce que j'appelle un plafond de verre. C'est-à-dire que quel que soit le traitement qu'on va utiliser, on a à dire aux patients que l'on voit en consultation la nécessité, je pense, de dire dans ce contrat où on sait qu'on a un diagnostic de spondyloarthrite, d'avoir malheureusement un cas d'échec dans 1 cas sur 2. Diapositive. Donc, on a des situations où on a à réfléchir un peu plus que cette prise en charge de traitement, on a à déterminer si tous les traitements ont la même efficacité. Donc, globalement, dans les spondyloarthrites, vous voyez, on va assez vite dans des traitements où on peut tout utiliser.
Dans les formes avec spondyloarthrite uveique, on n'utilisera quasiment que des anti-TNF. Et on sait que l'étanercept marche moins bien que les anticorps monoclonaux, donc tous les autres anti-TNF. Donc, étanercept, c'est Enbrel. Spondyloarthrite et psoriasis, c'est la même efficacité. Donc, c'est la même efficacité. Qu'est-ce que j'ai voulu dire par là? C'est que toutes les molécules ont la même efficacité articulaire. Par contre, en termes de psoriasis, vous avez un crescendo, c'est-à-dire qu'on ne mettra pas un inhibiteur de JAK, on ne va pas mettre l'étanercept, on va vous mettre, s'il y a un gros psoriasis, des molécules qui sont tout aussi efficaces sur le rhumatisme et très efficaces sur le plan dermatologique que sont les anti-IL-17 et anti-IL-23. Et comme vous le savez, s'il y a un profil de maladie de Crohn associé, on mettra des anticorps anti-TNF et les inhibiteurs de JAK également. Diapositive. Alors, tas de fond de verre, puisqu'on n'a que 50% de patients qui répondent au traitement. Donc, ça veut dire réponse au traitement avec au moins 50% d'amélioration. Donc, on a qui répondent à 51%, d'autres totalement. Diapositive. Alors, la question, c'est comment améliorer cette réponse? Parce que pour vous, c'est insatisfaisant. Pour nous, également, c'est globalement insatisfaisant. Diapositive. Donc, on pourrait augmenter les doses. Mais en fait, en augmentant les doses d'anti-TNF, on sait qu'on va avoir plus d'effets secondaires, plus d'effets infectieux. On n'a pas encore totalement la réponse avec les anti-IL-17. Il y a une étude d'escalade qui est en cours de réponse pour savoir si on a intérêt à augmenter les doses. On va voir, diapositive suivante. On voit que vous voyez, les corticoïdes ont un effet. C'est à des doses, vous voyez, de 50 mg de prednisolone. Donc, on a un effet qui est globalement identique à un anti-TNF, mais au prix de comorbidité et de risques infectieux majeurs. Donc, c'est quelque chose qu'on n'aime pas du tout, nos rhumatologues, parce que c'est donner de très mauvais signaux pour une efficacité, surtout les effets secondaires qu'entraîne la cortisone à ces doses-là. Donc, on sait que ça fonctionne, mais malheureusement, c'est très délétère. Diapositive suivante. En revanche, on voit que, et c'est un message important, que l'association des anti-inflammatoires est primordiale puisqu'on a un degré d'efficacité, vous voyez, qui fait que quand on utilise l'infliximab plus le naproxène, ici en bleu, on a un degré de réponse qui est bien plus important que ceux qui ne prennent que les anti-TNF. C'est aussi un message que je donne à mes patients, ce n'est pas un anti-inflammatoire, un anti-TNF, c'est un traitement biologique qui agit différemment des anti-inflammatoires et pour lequel il n'y a pas d'ambivalence, de contre-indication à utiliser ces deux molécules. Diapositive. Donc, qu'est-ce qu'il faut lutter? C'est aussi la prise de poids. Je pense que c'est des paramètres qu'il faut contrôler et évaluer puisque sous anti-TNF, on sait qu'on prend du poids. C'est plus vrai d'ailleurs pour les anti-TNF que pour les anti-IL-17. Il y a des études qui le montrent. Il y a ce paramètre fatigue on sait qui est amélioré, mais qui peut au cas par cas vraiment empoisonner les patients, même s'ils ont l'impression d'être guéris de leur maladie, ils ont ce sentiment d'être fatigués et c'est peut-être le traitement et on n'a pas la réponse. Les autres comorbidités qu'il faut tenir compte, c'est pour améliorer la qualité de vie. Ça peut être une ostéoporose, ça peut être des infarctus, des AVC qui ont pu survenir et qui peuvent malheureusement entraîner la mort. C'est le seul. Alors, le risque de mortalité à la maladie, il est faible, on est d'accord. C'est un autre ratio de 10%, donc c'est pas heureusement très fort et c'est principalement les anti-inflammatoires. Le risque d'infection, et c'est pour ça qu'on vous invite à faire les vaccinations, on en parlera peut-être plus tard, parce que c'est un paramètre très important pour prévenir justement l'interruption du traitement du fait de l'infection. Et puis, j'en suis intimement persuadé, c'est de reprendre des activités physiques, parce qu'on a des patients, vous êtes, après de longs mois d'immobilisation, après des phases de poussée inflammatoire extrêmement fatigantes, complètement déconditionnées, et donc je pense que la vie repose également sur une activité physique, et donc un reconditionnement à l'effort. Et puis le point ultime, c'est ce qu'on appelle le côté fibromyalgique. La fibromyalgie dans la population générale en France est essentiellement féminine. On considère qu'elle est de 1% dans la population générale. Et les études montrent qu'actuellement, on a entre 35 et 50% de spondyloarthrite, mais tout type de rhumatisme pso et de polyarthrite atteint de fibromyalgie, pour lequel ça pose un véritable problème
Problème pour quelle raison? Parce que c'est des patients qui vont avoir des plus grandes rotations d'anti-TNF et un échappement plus rapide à ces traitements-là. Donc, c'est bien évaluer le côté fibromyalgique. Diapositive. Voilà, donc très différent. Vous voyez la fibromyalgie sur le schéma de gauche, ça fait mal sur tous les métamères. Dans le schéma de droite, vous voyez tous ces petits points sur le corps. C'est beaucoup plus des douleurs localisées sur les sites articulaires. Diapositive. Voilà, j'ai terminé. Merci pour votre attention et puis je répondrai à vos questions si c'est le cas. Merci beaucoup, professeur L'Oeil. Vous pouvez donc effectivement poser vos questions par écrit dans la rubrique questions et réponses, et donc les orateurs essaieront d'y répondre dans la mesure où ce ne sont pas des questions trop personnelles. Donc, on va aborder maintenant le deuxième volet de ces webconférences avec on va donc aborder ce deuxième volet avec les vaccinations et j'ai le plaisir d'animer donc cette conférence avec le docteur Rémi Wischka, qui est rhumatologue libéral à Thionville et également donc attaché dans notre service de rhumatologie. Alors, on a souhaité recueillir, grâce aux associations de patients, un certain nombre de questions, de paroles de patients que j'ai repris dans cette diapositive. Et je vais dans un premier temps essayer de répondre à ces questions qui ont été posées donc par le biais des associations, notamment l'association France Spondyloarthrite et également donc la FLAR. Alors, première question, la grippe ou commentaire. La grippe, ça n'est pas grave. On voit plein de personnes avec le Covid qui s'en sortent très bien. Il n'y a pas besoin de faire ces vaccins. Alors, en pratique, si on regarde le schéma là qui vous est présenté, vous voyez que le risque relatif de une forme sévère d'infection Covid, elle va dépendre quand même de la maladie sous-jacente. Là, il y a un certain nombre de maladies qui entraînent une immunodépression. Et donc, vous voyez que, par exemple, chez les patients tout en haut qui ont un cancer hématologique, en dessous, un cancer solide, eh bien, donc, il y a un risque qui est plus augmenté. Mais vous voyez que très vite, on retrouve des patients avec des rhumatismes inflammatoires comme la polyarthrite rhumatoïde, le lupus. Et puis en dessous, on a également donc le psoriasis, la maladie de Crohn, la rectocolite hémorragique, et vous voyez également donc la spondylarthrite ankylosante, donc un peu plus bas. Alors en pratique, vous avez en rouge le risque brut. Vous voyez que ce risque, il est plus à la droite de la ligne verticale du 1, donc il y a une augmentation de risque brut. Vous voyez que si on ajuste les petits points en bleu sur les facteurs de risque de la population générale, eh bien, on a tendance à voir ce risque le plus souvent diminuer. Effectivement, donc toujours sur ce même thème, là, c'est une étude française qui a été faite uniquement chez des patients qui avaient des rhumatismes inflammatoires, et j'ai repris les polyarthrites rhumatoïdes, les spondyloarthrites et les rhumatismes psoriasiques avec des effectifs assez conséquents. Et on voit que les facteurs qui étaient associés au risque de forme sévère chez ces patients, eh bien, ce sont essentiellement les mêmes que dans la population générale, c'est-à-dire l'âge de plus de 65 ans, le sexe masculin, l'indice de masse corporelle élevé ou l'hypertension. Alors, il y a bien sûr des facteurs qui sont plus propres à la maladie, mais on voit qu'en fait, c'est surtout lié au traitement. C'est notamment le fait d'avoir des corticoïdes à une dose supérieure à 10 mg par jour, et puis certains traitements de fond, comme le mycophénolate mofétyle, qui est utilisé notamment chez les greffés ou dans certains lupus, ou le rituximab, qui est une biothérapie utilisée surtout donc dans la polyarthrite rhumatoïde et dans d'autres maladies inflammatoires auto-immunes.
Deuxième commentaire de patient, je ne fais pas de vaccin, j'ai une biothérapie, donc je suis immunodéprimée. Donc la question se pose de savoir si avec une biothérapie, on a une réponse vaccinale efficace. Et donc là, c'est une première publication qui vous montre qu'après la première dose de vaccin, eh bien, les patients qui ont un rhumatisme inflammatoire, c'est la courbe en violet, eh bien, on a assez vite en fait une protection vaccinale. Alors un petit peu plus faible que celle des sujets sains, hein, mais on voit que, en tout cas, cette protection vaccinale continue à augmenter dans le temps et se maintient. Donc assez longtemps après la première dose de vaccin. Toujours sur le même thème, là c'est la réponse vaccinale après 2 doses de vaccin anti-Covid-19 selon le traitement de fond du rhumatisme inflammatoire. Donc vous avez tout à gauche les patients qui ont un rhumatisme inflammatoire et qui n'ont pas de traitement. Vous avez d'une part la réponse donc, à anticorps après le vaccin et à côté, vous avez la réponse après une infection Covid. Donc, on voit qu'on a une immunité plus importante avec le vaccin. Vous voyez que sous méthotrexate ou sous biothérapie, voire avec l'association des deux, on garde une réponse vaccinale tout à fait satisfaisante. Et il n'y a guère que dans la dernière case avec le traitement par rituximab où on voit que cette réponse vaccinale est beaucoup plus faible, voire elle est nulle après une infection à Covid. Et c'est chez ces patients, notamment traités par rituximab, qu'on va mettre en place des traitements préventifs ou curatifs de l'infection à Covid en leur fournissant des anticorps, hein, donc par le biais d'injections pour se défendre contre l'infection à Covid. Autre commentaire de patient, je suis contre le vaccin Covid et aussi le vaccin contre la grippe. Donc ça, effectivement, quand on regarde l'acceptation de la vaccination, vous avez sur les camemberts du haut les sujets sains et vous avez en dessous les patients qui ont un rhumatisme inflammatoire. Vous voyez que chez les sujets sains, il y a à peu près un tiers des patients qui ne sont pas vraiment prêts à se faire vacciner. Il y en a beaucoup plus chez les patients qui ont un rhumatisme inflammatoire. Vous voyez, 46% qui ne souhaitaient pas forcément se faire vacciner. Quand on regarde, en revanche, en termes de tolérance et de réaction après la vaccination, donc, c'est les petits camemberts sur la droite de l'image, toujours en haut les sujets sains et en dessous les rhumatismes inflammatoires. Vous voyez qu'il y a à peu près 17% des sujets sains qui n'ont pas de réaction après le vaccin, alors que le reste, soit de la fièvre, des maux de tête, des douleurs musculaires. Vous voyez que chez les patients qui ont un rhumatisme inflammatoire, eh bien, la tolérance n'est pas plus mauvaise, hein, voire elle est peut-être même un peu meilleure, puisqu'il y a beaucoup plus de patients qui supportent relativement bien le vaccin sans faire de fortes réactions. Autre commentaire de patient, mes symptômes de spondie ont empiré après le vaccin contre la grippe. Est-ce que d'autres personnes sont comme moi? Donc là, c'est une étude qui montre en fait la tolérance du vaccin chez des patients qui souffrent de rhumatisme inflammatoire chronique. Vous avez des polyarthrites rhumatoïdes, rhumatisme psoriasis, vous avez les spondyloarthrites et les lupus. Vous voyez que la majorité des patients sont représentés par la barre orange verticale qui montre que leur maladie est stable après la vaccination. Vous voyez en bleu des patients qui sont plutôt améliorés après la vaccination et en gris la proportion qui sont aggravées. Vous voyez que ce soit pour la polyarthrite, le rhumatisme pso ou la spondyloarthrite, globalement, on a à peu près autant de patients qui sont améliorés que de patients qui sont aggravés. Et une des questions effectivement à poser aux patients dans ces cas-là, que le médecin ou le rhumatologue doit poser, c'est est-ce que le traitement de fond a été suspendu pour faire le vaccin? Auquel cas, ça peut effectivement parfois déclencher des poussées. Après, il arrive que chez certains patients, il y ait un déclenchement de poussées après la vaccination. Vous voyez que c'est quand même une minorité des patients avec rhumatisme inflammatoire.
Enfin, un commentaire, donc ces vaccins sont dangereux quand on a une spondyloarthrite comme moi et même sans. Donc, on avait des données de la tolérance au niveau mondial pour les vaccins qui ont été commercialisés, que vous connaissez, Pfizer, AstraZeneca, Moderna, Janssen. Je ne vous parlerai pas des vaccins russes et chinois parce que là, les données sont très parcellaires ou partiales. Et donc, globalement, vous voyez qu'on a, avec tous les vaccins, à peu près un patient sur deux qui va avoir des symptômes. Alors, c'est souvent de la fatigue, des céphalées, plus rarement de la fièvre, des myalgies et globalement des symptômes qu'on retrouve de façon similaire entre les différents types de vaccins et qu'on retrouve également après d'autres vaccins usuels notamment, qui témoignent simplement de la réaction de l'organisme pour produire des anticorps. Toujours sur la même thématique, ces vaccins sont-ils dangereux quand on a une spondyloarthrite ou même sans? Là, vous avez donc une autre étude qui est beaucoup plus récente encore, qui vous montre en rouge, les barres rouges, ce sont des sujets sains, et vous avez en bleu des patients qui souffrent de rhumatisme inflammatoire chronique. Et donc, vous voyez que dans cette étude-là, qui est toute récente, eh bien, vous avez autant globalement d'événements de symptômes après vaccination chez les sujets sains que chez les patients avec rhumatisme, voire parfois même un petit peu plus dans certains cas. Et globalement, ce sont les mêmes types de symptômes après vaccination. Ils sont plutôt donc des symptômes bénins qui ressemblent à un syndrome grippal avec des courbatures, de la fièvre, fatigue, sensation un peu de malaise. Alors, je mets donc cette diapositive là qui est un petit peu chargée, mais ce sont les nouvelles recommandations vaccinales contre la Covid-19, puisque vous savez qu'on a à nouveau une augmentation du nombre de contaminations, avec donc une mise à jour qui date du 7 octobre. Donc, je ne vais pas m'attarder dessus parce que le docteur Wishka va en parler. Et je vous ai mis en dessous le site Vaccination Info Service que je vous conseille d'aller consulter pour avoir vraiment toutes les informations sur le sujet. Sachant qu'on a maintenant donc une autorisation d'utiliser les nouveaux vaccins bivalents de la gamme donc chez Pfizer et Moderna qui sont plus adaptés aux variants Omicron qui est actuellement prépondérant. Donc, je ne sais pas si le docteur Wishka a pu se connecter. Alors, je suis connecté, je ne sais pas si vous m'entendez. Oui, Rémi, on t'entend. Je te laisse prendre la parole. Des petits soucis de réseau de cette manière. Donc déjà, je voulais vous remercier de m'inviter à participer à cet événement où effectivement on va discuter de la vaccination en général, mais surtout dans le cas du Covid, parce que c'est un sujet d'actualité. Il y a beaucoup de choses. Pardon? Je t'entends très très bien. J'ai peut-être pas beaucoup de réseau alors. Est-ce que vous m'entendez là? Oui, un peu mieux, oui. D'accord. Je pense plus que c'est un souci de réseau. Donc je vais essayer de parler doucement. Et si jamais ça ne va pas, je peux refaire. Pardon? Peut-être ça sera. Je vais couper la vidéo, c'est peut-être ça qui prend du débit. J'enlève ma tête. Voilà. Alors, est-ce que vous m'entendez mieux? Non. Vas-y, tu peux continuer. Je vais de me remettre depuis mon téléphone portable, peut-être que ça marchera. Donc, diapositive suivante. Donc, la vaccination de la spondylarthrite, comme je disais, ça reste toujours une actualité. Alors, ce qu'il faut savoir sur les vaccins, c'est que c'est un outil pour nous, en tant que médecins, de pouvoir vous donner les armes à vous en tant que patient pour avoir une réponse immunitaire, en particulier en période d'épidémie. C'est une arme anti-épidémique. Et la vaccination, c'est un outil médical qui est assez ancien.
qu'on connaît depuis plus de 2 siècles. Alors, globalement, il y a plusieurs façons de vivre, c'est de réduire l'infection primaire parce que nos patients puissent avoir une mémoire immunitaire et réagir de manière moins importante à une infection. Donc, dans les spondylarthrites, on a nos vaccins classiques, et ça fait des années qu'on recommande la vaccination antigrippale et qu'on recommande la vaccination pour la Covid. Et puis, on a ces nouveaux vaccins, nos vaccins à ARN, qui sont arrivés dans le cadre de la Covid-19. Donc, pour revenir sur l'épidémie, c'est-à-dire que depuis 2 ans, on a eu plusieurs vagues de Covid, nos hôpitaux ont été saturés, il y a eu plusieurs vagues avec plusieurs variants. On a eu des mesures très drastiques, puisqu'on a vu arriver au port du masque obligatoire, au confinement, et véritablement, les outils les plus puissants qu'on a eu contre le Covid sont restés les campagnes vaccinales. Alors pour les patients qui ont des spondylarthrites, il y a eu beaucoup d'inquiétudes initialement. On se posait la question si l'inflammatoire n'était pas risqué quand il y avait un Covid. On se posait la question au début également de savoir si le fait d'avoir une biothérapie n'augmentait pas le risque de Covid sévère. Maintenant, on n'a pas plus de recul, on a des données beaucoup plus rassurantes. Mais il y a eu une forme de traumatisme chez les patients, comme moi en tant que libéral, c'est ce que j'ai pu ressentir, c'est qu'il y a eu beaucoup de ruptures de suivi liées au confinement, liées au fait que simplement beaucoup de cabinets ont fermé et que la consultation hospitalière avait été réduite. Et donc, cette question de vaccination, elle est arrivée dans un climat d'anxiété très importante. Ce qui peut également expliquer que quand on est patient, qu'on nous propose un traitement nouveau comme un vaccin, à fortiori un vaccin nouveau, on puisse être inquiet. D'où la présentation aussi aujourd'hui. Est-ce que je peux avoir la diapositive suivante, s'il vous plaît? Donc, les vaccins qu'on avec le Covid, principalement ARN, qui sont les vaccins de Moderna, le Spikevax, et le Pfizer ou Comirnaty. On a un autre vaccin vivant, le Janssen, qu'on peut également utiliser. Donc l'objectif de ces vaccins, et ce qu'on doit expliquer aux patients, c'est que ce vaccin n'empêche pas d'attraper la Covid. Ce vaccin, il protège contre les formes sévères de Covid. L'objectif, c'est de réduire les hospitalisations pour plus qu'on arrive à une saturation au niveau de notre système de santé et qu'on puisse soigner tout le monde, y compris les gens qui n'ont pas de Covid. En particulier dans le cadre des patients qui ont un rhumatisme inflammatoire chronique, qu'on puisse continuer à assurer leur suivi et qu'on n'ait plus d'interruption de suivi comme on a pu avoir durant le premier confinement. Alors, sur un plan épidémique, plus on vaccine de personnes, plus on peut réduire la transmissibilité de la maladie. C'est aussi une arme anti-épidémique. Ce fameux immunité collective qu'on souhaite obtenir. Donc, je prends la diapositive suivante. Donc, la question qui se posait avec les vaccins, et ce qui inquiète tous les patients, ce sont effectivement les effets secondaires. Le professeur Walkener en a très bien parlé, parce qu'il a pu décrire ces effets secondaires qui, au final, vont témoigner d'une réactivité d'un système immunitaire qui va se protéger contre une maladie. En fait, ce sont surtout des signes d'un syndrome pseudo-grippal. C'est-à-dire qu'on est fatigué, on a mal à la tête, on a un peu de fièvre, et on peut avoir un peu mal partout au niveau des articulations. Alors, il y a eu quelques effets secondaires spécifiques qui ont pu inquiéter les gens. C'est vrai qu'avec le vaccin Moderna, il y a eu chez des hommes jeunes qui avaient moins de 30 ans des cas de myocardite. C'est pour ça qu'il n'est pas recommandé chez les hommes jeunes avant 30 ans. On a eu également des troubles du cycle menstruel chez certaines femmes qu'on n'a pas su expliquer. Et il y a ce risque allergique, qui au final reste très exceptionnel, puisque c'est surtout le polyéthylène glycol qui est dans les vaccins à induire réagit prouvé. En tout cas, dans ma consultation, c'est la chose dont les patients s'inquiètent. Effectivement, on a pu voir dans l'étude présentée par le professeur Walkener que, en général, une vingtaine de %, un patient sur 5 peut avoir une poussée de maladie. Est-ce que c'est parce qu'il a arrêté son traitement avant de faire le vaccin, ou est-ce que c'est le vaccin qui a réveillé une maladie qui n'était pas complètement contrôlée? Quoi qu'il en soit, la plupart des patients que je suis qui ont été vaccinés, on a pu gérer ces poussées. Les choses ont pu rentrer dans l'ordre. Et puis, la question qui inquiète tout le monde, celle qu'on se pose, c'est est-ce qu'il y a des effets secondaires à long terme? Donc, en principe de vaccin, en général, 95% des effets secondaires viennent dans les 2 mois qui suivent.
Et là, on a à peu près quand même un an de recul où on voit que la sécurité du vaccin est globalement satisfaisante. Donc, pour l'instant, on n'a pas de raison de penser que ça puisse être le cas. Mais effectivement, on ne peut pas être formel tant qu'on n'aura pas. Alors, Covid, c'est une diapositive qui est un peu provocante, mais c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de débats sur des traitements curatifs. Malheureusement, aucun n'a vraiment prouvé son efficacité. Et pour l'instant, qui ont permis au niveau de mieux contrôler la maladie, ce sont ces vaccins. Alors, les vaccins ARN, effectivement, pour le grand public, c'est une nouvelle technologie. C'est une technologie qui est connue depuis plusieurs années en médecine, qui n'avait jamais été appliquée, entre guillemets, à grande échelle. Et un vaccin ARN, c'est un vaccin qu'il est très facile de produire en grande quantité, surtout pour un vaccin qui va intéresser toute l'humanité. Il y a eu beaucoup de débats sur les vaccins, en particulier sur les adjuvants, l'aluminium. Les adjuvants, c'est des produits qu'on met avec un vaccin pour stimuler les défenses. Et le gros avantage des vaccins ARN, c'est qu'il n'y a pas besoin d'adjuvants par leur mécanisme. Un autre élément qui a inquiété les patients, c'est qu'effectivement, ces vaccins ont été développés dans l'urgence. On avait besoin d'une arme médicamenteuse très rapidement, quelque chose de plus efficace qu'un confinement, que les masques, que les gestes barrières. Et disons que là, on a quand même eu les portes ouvertes à tous les financements, toutes les équipes mondiales se sont mises à chercher, et effectivement, très rapidement, eh bien, on a pu faire toutes les phases classiques d'essai d'un médicament pour pouvoir disposer d'un traitement efficace contre la Covid. Alors, d'une manière moins accélérée dans le développement, mais pour les gens, pour les patients qui ont un rhumatisme inflammatoire chronique, qui ont une biothérapie, je rappelle qu'il y a 20 ans, nos premières biothérapies, on était un peu dans le même cas. On avait des traitements qui étaient très innovants, pour lesquels on n'avait pas beaucoup de recul, qui pouvaient inquiéter les patients. Et aujourd'hui, avec 20 ans de recul, eh ben, on se rend compte qu'au final, il y a beaucoup de gens à qui ça a changé la vie et que ce n'était pas des traitements si dangereux que ça. Donc là, je me suis permis de faire un petit corollaire pour que les patients qui sont sous biothérapie comprennent qu'effectivement, on a fait des progrès en médecine, des progrès qui ont permis de contrôler, certes partiellement, mais qui aident quand même beaucoup les patients avec nos biothérapies. Et actuellement, ces progrès s'expriment aussi par un traitement, un vaccin, qui nous protège contre une épidémie sévère. Diapositive suivante, s'il vous plaît. Si vous m'avez entendu. Alors, bon, moi aussi, régulièrement, en tant que rhumatologue libéral, j'ai beaucoup de patients qui me posent des questions. La première question qu'on me pose, c'est, les patients que je connais depuis longtemps, ils me font confiance, ils me demandent, est-ce que je dois me faire vacciner? C'est sûr que nous, en tant que médecins, on leur conseille de se faire vacciner. À titre personnel, je suis vacciné, mes collègues sont vaccinés, et les patients s'inquiètent des effets secondaires. Les effets secondaires, eh bien, justement, c'est ceux qu'on vous a décrits, entre guillemets, c'est comme une petite grippe. Il y a des gens qui se sont posés la question devant des vaccins ARN de savoir si le vaccin pouvait changer leur code génétique. Et il faut savoir que votre vaccin, il va rester 2 jours dans votre corps. Il ne va pas avoir d'échange direct avec votre propre matériel génétique. En fait, le vaccin n'est rien d'autre qu'un précurseur de protéines qui vont éduquer vos défenses à réagir face au Covid. On avait la question aussi avec les femmes enceintes, au début, de savoir si elles pouvaient se faire vacciner. Donc, au début, on avait appliqué le principe de précaution, et très vite, on s'est rendu compte que les patientes enceintes pouvaient faire des Covid plus sévères. Donc, effectivement, moi, ma femme qui était enceinte l'an dernier s'est faite vacciner pendant sa grossesse. Il n'y a pas eu de souci. Chez la plupart des femmes, il n'y a pas eu de souci non plus. Alors, je dis ça parce qu'il y a des biothérapies comme le CIPIAC qui permettent de tomber enceinte quand on a une spondylarthrite, et le vaccin sera proposé à ces patientes. Donc, pour leur bien à elles et pour le bien de leur bébé, justement, actuellement, on a tendance plutôt à recommander de faire le vaccin. Alors, est-ce qu'il faut suspendre le traitement? Donc, effectivement, tout dépend du patient, tout dépend du traitement. Moi, en général, je suspends une dose pour rassurer les patients. Et j'ai d'autres patients qui ont fait le vaccin sans l'arrêter, chez qui ça s'est bien passé. Et puis, la question qu'on me pose fréquemment, c'est combien de doses je vais devoir faire? Donc, actuellement, le Covid, c'est un virus qui est vivant, qui évolue, qui change dans le temps. Et tout comme la grippe est un virus qui évolue, qui fait qu'on fait des doses de rappel tous les ans, parce que les souches de grippe changent, il est probable qu'avec la Covid, on soit obligé de faire des rappels régulièrement, tout comme la grippe, parce que le virus
il est vivant et il évolue dans le temps. Et il faut adapter votre immunité de manière à transformer un virus qui donnait des détresses respiratoires très sévères, entre guillemets, en simple grippe. Diapositive suivante, s'il vous plaît. Voilà. Alors effectivement, Madame Walkener en parlait, on a eu des nouvelles recommandations vaccinales, et globalement, en fait, ces recommandations vaccinales, c'est rappel. Sauf qu'au lieu de cibler la souche classique de la Covid avec le vaccin qu'on avait déjà à disposition il y a un an, eh bien, on a inclus le variant Omicron sur lequel le vaccin classique était moins efficace. Donc on dit que le vaccin il est bivalent. Il va cibler la Covid et le variant Omicron de la Covid. Et la nouveauté, c'est que on propose de coupler ce vaccin pour la Covid avec le vaccin pour la grippe, qui est déjà installé tous les ans. En fait, on fait tout simplement 2 vaccins sur des sites différents. Donc on fait les 2 vaccins en 2 piqûres le même jour. Et ça peut se faire chez n'importe qui. Ça peut être fait chez le médecin traitant, chez le pharmacien, chez l'infirmière, de manière à pouvoir toucher le plus de patients possible. Le rappel au moins 6 mois après la précédente dose. Dans quelques cas particuliers, ce délai peut être ramené à 3 mois. Alors quand on parle d'immunodéprimés, ce ne sont pas forcément les biothérapies, c'est justement la corticothérapie pour les patients qui font des traitements anti-rejet pour les greffes d'organes et des patients qui sont sur rituximab. Diapositive suivante, s'il vous plaît. Donc en pratique, moi ce que je veux vous rappeler, c'est que l'épidémie aujourd'hui, elle est toujours présente. On n'a peut-être plus de masque obligatoire, on n'a plus de confinement, mais si on la voit moins dans notre quotidien, c'est en grande partie grâce aux campagnes de vaccination qui ont été faites. Et ces campagnes, elles s'adressent également aux patients qui ont spondylarthrite. Et avec la présentation qu'on a faite avec le professeur Walkener et moi, on a essayé de vous apporter des éléments pour vous montrer que vous pouvez vous faire vacciner, quel que soit votre traitement, que le risque d'effets secondaires, il peut y avoir des petits effets secondaires, mais pas d'effets secondaires graves, et que même si vous faites une infection à Covid, malgré la vaccination, alors c'est vrai qui n'est pas vacciné, qui ont fait des Covid assez sévères et qui ont eu des grosses poussées de leur maladie après. C'est l'impression que j'ai en tout cas en pratique clinique. Donc le message aussi à retenir, c'est que globalement, on a une dose de rappel qui va être proposée aux patients, où on va coupler la vaccination pour la grippe, qui reste aussi présente tous les ans, et que pour l'instant, il n'y a pas de fond, et qu'au jour d'aujourd'hui, avec les données qu'on a actuellement, on n'a pas de risque d'effets secondaires graves et durables avec ces vaccins, qu'on ait ou pas une spondylarthrite, qu'on ait ou pas une biothérapie. Donc nous, en tout cas, en tant que médecin, en tant que rhumatologue qui vous accompagnons, on vous recommande de faire ces vaccins. On ne vous forcera pas, mais disons qu'on essaie de vous donner les outils pour que vous puissiez prendre une décision, tout comme on vous a donné les outils pour prendre une décision de traitement par le passé quand on vous proposait une biothérapie ou tout autre traitement, de manière à ce que justement on puisse réduire cette anxiété et un peu contextuelle par rapport à cette épidémie, on va dire, nouvelle, dont on commence malheureusement un peu à s'habituer. Donc on peut mettre la diapositive suivante. Voilà. Donc, juste pour vous dire que la pandémie n'est pas finie, le virus est toujours là, il est moins présent dans notre quotidien, mais pour qu'on puisse continuer à vivre le plus normalement possible, en particulier quand on a déjà un rhumatisme inflammatoire chronique avec des traitements immunosuppresseurs, eh bien, la vaccination, c'est un des outils qui pourra vous aider. Donc, je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup, Dr Witschka. Je vous rappelle que vous pouvez poser vos questions dans la rubrique questions-réponses. Et donc, on va passer à notre prochaine intervention, qui est donc regard croisé d'une patiente et de son amie par 2 patientes. Madame Guylaine Schmitt, qui est patiente experte et représente l'association France Spondyloarthrite Grand Est, et Madame Françoise Alliot-Launois, qui est donc présidente de la FLAR.
Merci beaucoup de nous donner la parole pour parler de la spondylarthrite en cette journée mondiale de l'arthrite, pour mieux la faire connaître et puis pour améliorer nos parcours. Et aujourd'hui, avec Ghislaine, nous avons pour objectif, autour de cette réunion d'experts et de patients, de vous parler du thème de l'invisibilité de la spondylarthrite, maladie invisible, et quel est le ressenti, quels sont les constats reliés à cette invisibilité, avec des incompréhensions, avec des quiproquos, des regards subjectifs sur ce handicap, évidemment, invisible. Et donc, on a choisi de vous présenter un petit jeu de rôle très court avec Ghislaine pour évoquer cela et faire comprendre les difficultés reliées à cette invisibilité. Douleur, raideur, fatigue et gêne, bien sûr, dans la vie quotidienne. Et puis, bien sûr, vivre avec un traitement chronique, on va le dire, hein, qui est un compagnon dans cette maladie chronique, bien utile certes, mais avec des conséquences dont on vient d'évoquer. Donc, nous pouvons commencer, Ghislaine, si tu es prête. Voilà, juste peut-être débloquer le micro. Ghislaine, la première phrase que tu me dis, si je peux me permettre de la dire, donc c'est toi, Ghislaine, qui parle. Je suis déprimée, ma famille ne me comprend pas quand j'ai mal ou lorsque je suis fatiguée. Et les membres de ma famille ne voient même pas cette fatigue et cette douleur. Je te réponds, Ghislaine, je suis une amie qui est évidemment penchée vers ton problème de spondylarthrite. Je te comprends, Ghislaine. C'est une maladie invisible où personne ne nous comprend parce qu'elle ne se voit pas. Et tous les symptômes que tu ressens, dont tu me parles, la douleur, la raideur, la grande fatigue, eh bien, personne autour de toi ne les voit, ni même les collègues, bien évidemment, puisque je sais que tu pratiques l'éducation thérapeutique, notamment en ville, et que c'est extrêmement fatigant. Ça t'oblige à t'expliquer. Ah, merveilleux. Que vous m'entendez? Ah oui, François, je suis contente de t'entendre parce que c'est vrai. Et si tu veux, le matin, mon entourage ne me comprend pas. Ils me disent, mais maman, tu es fatiguée, mais tu as été couchée très tôt hier soir, tu n'as même pas participé à notre soirée. À 20h, tu es au lit, tu n'as plus de vie sociale. Et puis le matin, quand tu te lèves, tu es encore fatiguée. Mais qu'est-ce qu'on va faire, Françoise? Ils me disent. Et oui, ça t'oblige à t'expliquer, en fait, à dire pourquoi ce mal au dos invisible, justement le matin, c'est très marqué, et pourquoi en te levant, évidemment, tu as une très petite forme au moment de faire tout ce que tu as dit, hein, pour la famille notamment, les enfants, et c'est très lourd d'être amené à te justifier parce que la spondylarthrite, ça se ressent par ses douleurs et par ses raideurs notamment, mais tous ces symptômes sont absolument invisibles pour ton conjoint et toute la famille et tous tes proches. Mais toi, tu le sais bien, je me réveille des fois 4-5 fois dans la nuit à cause des douleurs, surtout en fin de nuit. Impossible de retrouver le sommeil. Si tu veux, je retrouverai facilement peut-être le sommeil en fin de nuit, mais vers 8h le matin, là où je dois être totalement active à 100% pour m'occuper des activités familiales, préparer le petit déjeuner. Imagine lasser les chaussures de mes enfants. Je ne peux pas. Absolument. Et puis aussi, c'est vrai que la famille ne te répond pas ou ne comprend pas que porter des objets lourds, eh bien, c'est difficile quand on a une spondylarthrite et qu'on est dans une crise douloureuse. Quand tu commences ta journée, elle ne comprend pas non plus cette fatigue intense. Et parfois même, tu peux entendre « Ah, tu te plains beaucoup, tu es déjà en train de te plaindre dès le matin ». Il y a aussi évidemment ce langage qui peut arriver et qui est contrariant pour toi qui es malade avec cette invisibilité. Alors, tu as raison. En plus, ils me disent « Ah, tu changes d'humeur » ou «
t'es pas bien luné aujourd'hui, ou mais qu'est-ce que t'as, t'es pas drôle, tu cries tout le temps. Mais tu comprends, cette douleur et cette fatigue me tapent sur le système. Moi, je n'en peux plus. Voilà. C'est très bien dit, Ghislaine. Et même, je pourrais dire, parce que moi-même qui suis atteinte, mais je joue le rôle d'une amie, il peut même arriver que certains amis, pas toujours très délicats, aient pu dire, il y a déjà très longtemps, oh, mais dis donc, tu es une vraie mamie, tu es toute raide, mais qu'est-ce que tu as? Et je pense que tu as parfois aussi eu des réflexions comme ça, Ghislaine, bien que tu sois dynamique, en pleine forme et très active, tout comme moi. Mais oui, ils disent à ton âge, à 30 ans, bon, j'ai plus 30 ans, à 30 ans, tu devrais, t'es en plein dans la jeunesse, tu construis plein de choses et tout. Enfin, mais c'est dans ta tête, arrête de nous parler de ta douleur, c'est dans ta tête, change-toi les idées, voyage. Mais ça ne change pas la douleur. Ils ne comprennent pas. Tout à fait. Je pense que justement, la douleur et la fatigue, ce sont des problèmes réels, même avec les bons traitements, même avec un succès au niveau biologique, il reste malgré tout ces symptômes-là. Et c'est ça que tu exprimes très très bien. Et j'espère qu'avec ce petit jeu de rôle, évidemment, où on s'est un peu amusé, eh bien, on a pu vous montrer la réalité de la spondylarthrite, maladie invisible pour les autres. Alors, le seul qui m'écoute, c'est mon rhumatologue. Au moins, lui, je peux lui dire, et quand je lui dis, oh là là, le matin, je suis fatiguée, mais il comprend tout de suite. Donc, c'est un vrai soulagement. Quand je lui dis, j'ai mal, eh bien, il me croit. Je n'ai pas besoin de lui prouver quoi que ce soit, il me croit. Et effectivement, dès qu'il y a un traitement de fond qui s'installe et qui fonctionne, on a une autre vie. Mais ceci dit, il faut toujours prendre en compte un peu notre pathologie quand on veut faire une activité ou quand on veut faire une activité toute la journée. C'est à nous de prévoir et de programmer par rapport à notre pathologie et nos médicaments. Tu as dit une chose très juste. Tu as dit une chose très juste. L'écoute, évidemment, du rhumatologue, mais il faut savoir qu'il faut aussi peut-être dialoguer avec son médecin généraliste, avec son pharmacien, qui peut aussi avoir une écoute attentive, hein, lorsqu'on va chercher évidemment ces traitements à la pharmacie, chez mon pharmacien ou chez ton pharmacien, chez le kinésithérapeute, très important. Et donc, voilà, il faut aussi être outillé à travers ces dialogues avec les professionnels de santé. Tu es d'accord, Ghislaine? Ah, je suis tout à fait d'accord. Et alors, tu sais, le comble, c'est qu'ils me disent, tu te plains tout le temps, tu as toujours mal et toujours fatigué, mais pourtant tu prends un tas de médicaments. Tu te rends compte, ça ne me rassure pas, ça ne me conforte pas, ça me déstabilise psychologiquement. Je me demande s'il faudrait peut-être pas mettre un suivi psychologique dans les maladies chroniques. Alors c'est vrai que parfois il peut y avoir en effet cette idée d'être suivi. Ça suppose beaucoup de force, beaucoup de courage et de volonté d'être atteinte d'une maladie comme toi, avec cette spondylarthrite, cette sacrée spondylarthrite. Se faire aider, ça peut aussi être une solution. Est-ce que tu penses que c'est bien, tu le conseilles aussi? Alors, moi, je le conseille, surtout que c'est une maladie chronique et nous avons des traitements de fond. Et à un moment donné, devant nos traitements de fond, nos médicaments et tout ça, on peut avoir une phase de ras-le-bol. Moi, je l'avoue qu'à un moment donné, j'ai une phase de ras-le-bol. Et là, je vais en parler à un professionnel. J'évite à nouveau, paraît-il, entre guillemets, d'ennuyer mon entourage avec cela. Et je vais 1 à 2 fois par an chez un psy pour lui déverser tout ce que j'ai, le pauvre. Il me dit toujours qu'il est là pour ça, mais le pauvre, pour ne plus ennuyer cette famille, ses amis ou les collègues de travail. Alors, les collègues de travail, c'est encore pire. Ils me disent « Oh, ta bonne mine, oh, gna gna ». Et 2 jours après, je me mets en arrêt maladie parce que j'ai une poussée. J'ai du mal à sortir du lit le matin. Alors là, François, c'est dramatique. Oui, c'est vrai, mais je pense aussi qu'il y a des collègues, qui sont compréhensifs et qui vont aussi être attentifs, comme des professionnels de santé qui vont aussi être attentifs. Et dans le milieu du travail, heureusement, c'est vrai que tu peux trouver aussi un appui, une personne qui va être dans cette compréhension et qui sait que cette maladie spondylarthrite, elle est invisible, et donc se pencher vers toi aussi, t'aider. Ça t'arrive?
Ah oui, ah oui, oui, oui. Et je dis bravo aussi. Le professeur Lang disait qu'il fallait faire de l'activité physique. Alors moi, en tant que mère de famille, avec mes activités de mère de famille, avec le travail, tout ça, je me dis, mais professeur Lang, je fais déjà de l'activité physique un peu tous les jours, quoi. J'en suis même fatiguée des fois de cette vie, famille, travail et tout ça. Si je dois trouver encore de l'énergie pour de l'activité physique, non. Par contre, je vais chez le kiné. Écoute, Françoise, le kiné me fait un bien extraordinaire. Et j'essaye de me convaincre de reprendre l'activité physique parce qu'apparemment, c'est très, très important. Donc, mais le kiné, pour moi, est très important. C'est un vrai moment de ressources et de bien-être. Tout à fait. Et puis, il y a le temps du dialogue en même temps, parce qu'une séance de kiné, c'est sur un certain temps. Ça permet aussi, justement, de parler de cette invisibilité, de parler de ce qui se produit, hein, de ces événements désagréables dans la spondylarthrite. Donc, je pense qu'on a fait un petit tour d'horizon, Ghislaine, et que voilà, on a pu dialoguer avec ce petit jeu de rôle pour pouvoir justement évoquer tout cela ensemble. Moi, je suis ravie de l'avoir fait avec toi. Merci Françoise. Je voudrais dire au professeur Loy que quand je vais vraiment très bien, effectivement, je m'autorise à marcher beaucoup plus, que j'ai beaucoup plus d'appétit pour mettre en pratique un petit sport, le vélo ou la marche avec les enfants. Revenir à la vraie vie. Oh, merci Françoise. Voilà, il y a la vie d'avant et la vie après. Merci beaucoup à toutes les deux. Merci mesdames donc pour cet échange vraiment très éclairant sur votre vie, sur votre quotidien, sur ce jeu de rôle vraiment très très intéressant. On va continuer notre programme et donc je vais donner la parole au docteur Morisot. Juste le temps de retrouver les diapositives. Je pense que c'est bon. Voilà. Docteur Morisot, donc, qui est rhumatologue dans le service de rhumatologie du CHU de Nancy. Bonsoir à tous. On va parler des indicateurs d'activité de la maladie, comment ceux-ci permettent d'améliorer la prise en charge au quotidien. Donc, pourquoi à chaque fois que vous venez nous voir, on vous pose les mêmes questions et on vous fait remplir les mêmes questionnaires. Vous allez voir que ce n'est pas pour rien. Voilà, alors, diapo. Donc, la spondylarthrite, vous savez que c'est un rhumatisme qui est rythmé par des périodes de rémission et de poussée. Donc, il faut prendre en compte, bien sûr, la spondylarthrite. Et puis, un point important, c'est que suite à l'arrivée des biothérapies, on a vu une vraie évolution dans la prise en charge de la maladie. Et suite à ça, il est devenu nécessaire de développer des outils d'évaluation. Donc, à la fois de l'activité de la maladie et puis dans la vraie vie comme dans les essais thérapeutiques, celle de la réponse au traitement. Qu'est-ce qu'un patient répondeur ? Donc, les biothérapies, ils ont bouleversé de nombreux patients, mais surtout les patients qui ne sont pas répondeurs aux anti-inflammatoires, puisqu'on a vu qu'elles interviennent en deuxième ligne. Et on a donc vu apparaître le besoin de définir qu'est-ce que le patient répondeur. Et puis même après sous biothérapie, on a besoin de savoir est-ce que le patient répond bien à la biothérapie, est-ce que la réponse est suffisante pour poursuivre le traitement, sachant qu'on sait que les biothérapies ont éventuellement des effets secondaires possibles et quand même un coût économique. Donc, il est toujours important à chaque consultation de se reposer la question de la poursuite et de l'intérêt de la poursuite du traitement. Donc, on a deux indicateurs, on va parler des deux. Donc, le BASDAI qui s'est imposé initialement comme l'outil de référence. Et puis, on verra plus récemment l'ASDAS qui, lui, a permis de rendre un peu plus fiable et plus sensible au changement l'activité de la maladie. Donc, slide. Donc, le BASDAI, vous voyez que c'est un indice composite d'activité de la maladie. Donc, il va évaluer plusieurs critères. Donc, la fatigue, vous voyez, on demande aux patients, question 1, où situeriez-vous votre degré global de fatigue?
toutes les réponses sont cotées de 0 à 10, avec 0 l'absence de symptômes et 10 l'extrême. Donc la fatigue. Ensuite, vous voyez qu'on évalue les douleurs axiales. Question 2. Où situeriez-vous votre degré global de douleur au niveau du cou, du dos et des hanches dans le cadre de votre spondylarthrite ankylosante? On évalue également les douleurs périphériques, donc à la fois articulaires ou anthésopathiques, donc tendineuses. Quel est votre degré global de douleur, de gonflement articulaire en dehors du cou, du dos et des hanches? Et on évalue également la raideur matinale. Donc, quel est votre question 5 et 6, quel est votre degré global de raideur matinale depuis votre réveil et quelle est la durée de votre raideur matinale à partir de votre réveil? Et ensuite, on fait la moyenne de ces questions, ce qui nous donne un score BASDAI qui va de 0 à 10. Donc l'avantage de ce score, c'est que c'est un score qui est assez simple. Vous voyez, il n'y a que 6 questions. C'est assez reproductible et il est quand même sensible aux changements induits par les traitements. Malgré ses qualités, cet indice a 2 limites principales. On voit que parmi les 6 questions du BASDAI, ça reste des questions qui mesurent que l'opinion du patient, donc qui sont assez subjectives. Et on voit, donc deuxième limite, c'est que ce score ne prend pas en compte de paramètres biologiques. Donc on n'a pas, par exemple, le syndrome inflammatoire avec la protéine C réactive. Voilà, slide. Donc un score BASDAI supérieur ou égal à 4 est considéré comme une forme active de la maladie. Et on voit que donc ça peut être un critère d'inclusion dans la plupart des essais thérapeutiques. Généralement, on prend des spondylarthrites actives. Et c'est également un critère qui rentre dans les recommandations françaises pour introduire une biothérapie. On voit qu'il faut qu'un BASDAI supérieur ou égal à 4. Et puis, on s'appuie également sur le BASDAI pour définir une réponse au traitement. On voit que la variation du BASDAI d'au moins 20 mm sur 100, donc 2 points sur 10, ou une diminution d'au moins 50% de la valeur initiale du BASDAI est un critère de réponse au traitement qu'on utilise en pratique quotidienne et dans les études. Et enfin, un BASDAI inférieur à 2 est en faveur d'une spondylarthrite en rémission en pratique clinique. Donc ensuite, on va parler de l'ASDAS. Donc l'ASDAS est un score un peu plus récent. C'est également un score composite qui a pour avantage, lui, de combiner des données à la fois cliniques et biologiques. Donc, il va prendre en compte les douleurs rachidiennes, vous voyez, de 0 à 10, les douleurs périphériques, articulaires, avec la présence de gonflement, de 0 à 10, la raideur matinale également, le ressenti global du patient, et puis, bien sûr, le plus, c'est qu'il permet de prendre en compte des paramètres biologiques, donc la protéine C réactive, ou si jamais on n'a pas la protéine C réactive, on peut prendre la vitesse de sédimentation, sachant que pour être comparatif, il faudra bien rester sur soit la CRP, soit l'AVS. Donc c'est un score, si on peut revenir avant, pardon. C'est un score qui est bien corrélé au BASDAI et qui est reproductible et plus sensible au changement puisqu'on a ce critère biologique. Si on peut passer, merci. Donc, l'ASDAS permet d'apprécier dans la pratique quotidienne le niveau d'activité de la maladie. Donc, on voit qu'un ASDAS inférieur à 1,3 est en faveur d'une maladie inactive, entre 1,3 et 2,1 une maladie de faible niveau d'activité, entre 2,1 et 3,5 de haut niveau d'activité et supérieur à 3,5 à très haut niveau d'activité. Slide. Et puis, on a dit, comme c'est un score qui est sensible au changement, il permet d'apprécier l'amélioration clinique sous traitement. Donc, on voit qu'une diminution de l'ASDAS de plus de 1,1 point est déjà considérée comme une amélioration clinique importante. Et un score ASDAS qui diminue de plus de 2 points, là, c'est une amélioration majeure, donc en faveur d'une bonne réponse au traitement. Slide. À l'inverse,
on voit qu'une augmentation de l'ASDAS d'au moins 0,9 points définit une aggravation clinique pertinente, donc une poussée ou un échappement au traitement. Alors, toujours faire attention, cet élettement est toujours à prendre en compte avec les paramètres inflammatoires, donc à la prise de sang, à l'inflammation IRM ou échographique. Slide. Donc là, on a parlé surtout de l'évaluation des spondylarthrites axiales. Pour les spondylarthrites qui ont une atteinte périphérique, ou par exemple les rhumatismes psoriasiques qui ont souvent une atteinte périphérique aussi plus fréquente, on a d'autres scores qui permettent d'évaluer l'activité plutôt périphérique de la maladie. Donc vous voyez, pour les arthrites, on peut utiliser le DAS 28 ou DAS 44 selon le nombre d'articulations qui est pris en compte, donc 28 ou 44, vous voyez sur le schéma à droite. Donc les 28 articulations sont en rouge. Et ce score, lui, va prendre en compte donc, le nombre d'articulations douloureuses et gonflées sur les 28 ou les 44, l'évaluation globale du patient et également la protéine C réactive pour l'inflammation biologique. Le DAS 28 et le DAS 44 sont également très sensibles au changement, donc on peut l'utiliser pour définir une réponse au traitement. Donc on voit qu'une diminution du DAS de plus de 1,2 points est en faveur d'une bonne réponse au traitement. Une diminution entre 0,6 et 1,2 points, une réponse modérée au traitement, et une diminution de moins de 0,6 points en faveur d'une absence de réponse. Et puis, vous avez également la possibilité d'avoir des seuils d'activité de la maladie, donc avec un DAS inférieur à 2,6 en faveur d'une rémission clinique, un DAS entre 2,6 et 3,2 en faveur d'une activité faible de la maladie, un DAS entre 3,2 et 5,1 en faveur d'une activité modérée de la maladie, et un DAS supérieur à 5,1 qui traduit une activité forte de la maladie. Et puis enfin, pour les anthésies, donc plutôt les douleurs tendineuses, on a également des scores, donc MAS ou SPARC, qui eux évaluent en fait les douleurs anthésiques donc à plusieurs endroits, à la fois axiales et périphériques, sur différents sites. Donc vous voyez les épicondyliens au niveau du coude, les achilléens au niveau des talons, les crêtes iliaques, le genou, le sternum. Voilà. Et puis, donc c'est un point donc, sur lequel est venu professeur L'Oeil tout à l'heure. On va un peu le développer. Donc, en cas de discordance clinique, donc avec un patient qui se présente à votre consultation avec des scores d'activité de la maladie qui sont très très élevés, mais que sur le reste des examens, donc à la prise de sang ou à l'IRM en échographie, vous n'avez pas de signe objectif d'activité, il faut penser à éliminer une fibromyalgie associée. Donc, on l'a dit, la fibromyalgie, ça peut atteindre jusqu'à 30% des patients qui présentent un rhumatisme inflammatoire chronique. Et la présence d'une fibromyalgie augmente de manière significative les indices d'activité de la maladie et qui empêche souvent une réponse adéquate au traitement. Donc, c'est important de diagnostiquer et de reconnaître la fibromyalgie associée pour éviter en fait le surtraitement des patients. Donc la fibromyalgie, elle va se manifester par des douleurs tendineuses, musculaires assez diffuses, dont plusieurs sites peuvent être communs avec celui de la spondylarthrite ou du rhumatisme psoriasique. Après, on a quand même des petites particularités entre les deux. On voit que les patients qui souffrent de fibromyalgie ont des douleurs qui restent quand même plutôt permanentes. Il n'y a pas vraiment de raideur matinale et ils ont une sensibilité à la fois à la palpation donc des points de spondylarthrite, mais aussi à d'autres points un peu plus diffus. Ce qui reflète en fait la réduction du seuil de douleur qu'on a dans le syndrome fibromyalgique. Et puis aussi, dans la fibromyalgie, les patients souvent présentent des symptômes somatoformes, donc des atteintes extra-articulaires assez florides, assez développées, qu'il faut rechercher. Slide. Donc aujourd'hui, on a des critères diagnostiques pour la spondylarthrite. Donc vous voyez à gauche le critère WPI qui permet de comptabiliser le nombre de zones douloureuses de 0 à 19. Et à droite, vous avez justement une échelle qui permet d'évaluer les symptômes extra-articulaires somatiques associés. Slide.
Et du coup, parmi ces symptômes extra-articulaires associés, alors ceux-ci peuvent être multiples. On peut avoir un syndrome de l'intestin irritable, un syndrome de fatigue chronique, des troubles de la mémoire, une faiblesse musculaire, des troubles visuels, des démangeaisons, une sécheresse. Voilà, donc tout ça, c'est à rechercher quand vous voyez votre patient avec une grosse discordance clinique. Slide. Donc, pour conclure, on a pu voir que l'utilisation de scores d'activité de la maladie, c'est quelque chose d'essentiel dans notre pratique clinique pour savoir déjà quand initier ou quand modifier un traitement de fond du rhumatisme. Et ces scores d'activité font partie des recommandations nationales pour la prise en charge des spondylarthrites. Après, il faut garder en tête que ces indices restent subjectifs. Donc, ils s'appuient en grande partie sur l'opinion du patient. Et ils peuvent être modifiés par de nombreux paramètres qui ne relèvent pas forcément de l'inflammation ou de l'activité réelle de la maladie. Donc, c'est des scores qu'il faut toujours associer avec des signes d'activité objectifs, comme un syndrome inflammatoire biologique, donc on peut retrouver dans l'ASDAS, qui permet d'avoir un meilleur reflet de l'efficacité du traitement, ou également des signes d'activité inflammatoire à l'IRM ou en échographie, qui permet d'avoir une meilleure discrimination. Et puis enfin, chez des patients qui ont des scores d'activité élevés, sans signe d'activité aux examens, pensez à dépister la fibromyalgie, qui est un diagnostic associé et qui peut interférer avec la réponse au traitement. Merci pour votre attention. Merci beaucoup, docteur Morisot. Donc, je vous rappelle que vous pouvez poser vos questions dans la rubrique questions-réponses. Et je vais donner la parole au professeur Anne-Claire Burstein, qui est donc chef du service de dermatologie du CHRU de Nancy. Le temps de partager le diaporama. Voilà, donc c'est juste un peu technique. Ça va arriver, il y a juste un petit peu de retard. Je pense que c'est bon. Je voulais donc d'abord vous saluer tous et vous remercier en particulier le professeur Jarry-Wagner de m'avoir invité à vous parler de l'atteinte dermatologique au cours des spondylarthrites. Alors, donc pour commencer, effectivement, vous savez que la principale dermatose associée à ces spondylarthrites et la plus fréquente, probablement, c'est le psoriasis. Et vous avez ici des exemples de lésions dermatologiques dans le cadre de psoriasis. Donc, ce sont des grandes plaques, le plus souvent, qui sont rouges et qui sont surmontées de ce qu'on appelle des squames. Donc, ces lésions blanchâtres qui peuvent s'enlever lorsqu'on les gratte. Généralement, c'est peu symptomatique, mais ça peut être prurigineux et très désagréable pour le patient. Diapositive. Alors, en voici d'autres exemples et vous voyez que l'atteinte dite squameuse peut être plus ou moins épaisse et vous imaginez bien que lorsqu'elle est très épaisse, elle peut en plus se fissurer avec des douleurs associées à ces fissures. Diapositive. On les retrouve généralement de manière symétrique, notamment sur les coudes ou sur les genoux, en fait sur des zones où il y a un frottement particulier et c'est ce qu'on appelle le phénomène de Koebner. Diapositive. Alors parfois, ces lésions sont un peu différentes cliniquement et on peut avoir des lésions dites annulaires ou arciformes, comme on le voit chez ce patient, mais on a toujours l'aspect un petit peu de squame sur la partie périphérique de la lésion. Diapositive.
Parfois, l'atteinte peut prédominer sur les extrémités, en particulier les paumes et les plantes, avec ou sans plaques sur le reste du corps. Et là aussi, vous voyez très bien l'aspect de fissure extrêmement douloureux et qui va gêner dans les activités quotidiennes, donc la préhension, mais également la marche chez ces patients. Diapositive. On peut avoir une atteinte inguéale et d'ailleurs c'est une atteinte qui est assez fréquente en association avec le rhumatisme psoriasique du fait de la proximité de l'atteinte inguéale et des anthèses. Et donc l'atteinte inguéale peut être là aussi assez variée. Donc vous avez différentes photos ici qui montrent soit un épaississement de l'ongle qu'on appelle une hyperkératose sous-inguéale jusqu'à une pachyonychie, donc tout l'ongle est épaissi. On peut avoir un décollement de la partie distale de la tablette inguéale, donc c'est ce qu'on appelle une onycholyse, et puis on peut avoir aussi des taches saumonées, on peut avoir des ponctuations inguéales, et là aussi, ces lésions sont parfois douloureuses, en particulier quand on a un décollement important de la tablette. Diapositive. Alors, il y a d'autres atteintes qui sont fréquemment associées au rhumatisme psoriasique et c'est notamment le cas de l'atteinte du cuir chevelu. On identifie assez facilement ces lésions parce qu'on retrouve à la fois l'atteinte érythémateuse, l'atteinte squameuse, mais également le caractère très bien limité de ces lésions qui sont souvent localisées, ce qu'on appelle à la lisière du cuir chevelu. Diapositive. Alors, il y a rarement une atteinte muqueuse au cours du psoriasis, mais c'est possible également et c'est assez fréquent de constater cet aspect dit de langue géographique parce que la zone dépapillée de la langue peut fluctuer d'un moment à l'autre ou plutôt d'une période à l'autre. Et d'ailleurs, c'est une atteinte qui est assez souvent familiale. Diapositive. Alors finalement, on pourrait se dire évidemment que l'atteinte dermatologique est beaucoup moins sévère que l'atteinte rhumatologique, ce qui est globalement vrai, même si je vais vous montrer quand même que la peau a une importance et doit être prise en charge. Alors, il y a le pronostic fonctionnel lié à l'atteinte articulaire qui touche effectivement à peu près un quart des patients qui ont spécifiquement une atteinte dermatologique, mais il existe d'authentiques psoriasis qui sont graves par eux-mêmes, des formes généralisées comme vous le voyez sur la photo du bas, qu'on dit érythrodermique, où les patients sont rouges des pieds jusqu'à la tête et qui peut même engager le pronostic vital, parce que quand on est rouge des pieds jusqu'à la tête, on consomme beaucoup de protéines notamment et donc on peut avoir une altération de l'état général, donc une perte de poids par exemple, très importante, de la fièvre et d'autres symptômes associés. Diapositive. Alors finalement, pourquoi s'intéresser à la peau au cours du rhumatisme psoriasique et pourquoi prendre en charge le psoriasis? Parce que ce psoriasis a un impact sur la qualité de vie. C'est le cas de beaucoup de nos maladies dermatologiques qui sont affichantes, mais pas que parce qu'elles sont affichantes, vous allez le voir juste après. Et donc, vous voyez que l'impact sur la qualité de vie est presque aussi important avec le psoriasis qu'avec d'autres maladies telles que le cancer ou les maladies rhumatologiques. Diapositive. Alors, cet impact sur la qualité de vie, il se décline en plusieurs aspects, notamment la dépression, et on a jusqu'à un patient sur deux qui est atteint de syndrome dépressif alors qu'il a un psoriasis, et c'est d'autant plus vrai que le psoriasis est sévère. Il peut y avoir presque 20% de nos patients qui ont des idées suicidaires, et on peut l'imaginer, effectivement, encore une fois, le caractère affichant, le caractère gênant de cette pathologie a un réel impact chez nos patients. Et puis également un éthylisme chronique qui est assez fréquent. Un patient sur 5 pratiquement qui est atteint de cet éthylisme chronique et qui va avoir en plus un rôle avec une modification de l'efficacité des traitements utilisés dans le traitement du psoriasis. Diapositive. Alors finalement, les patients qui ont ces lésions dermatologiques adoptent ce qu'on appelle des stratégies de coping. Ils vont essayer de modifier leur mode de vie pour
limiter l'impact de cette pathologie, mais en fait, ces choix ont des répercussions importantes sur leur interaction également avec les autres. Il y a un impact sur le choix des vêtements, sur les activités sportives, sur les relations sociales, sur le travail, sur l'école, sur la vie personnelle et intime, sexuelle, et également sur le sommeil. Diapositive. Alors, toutes ces dermatoses chroniques, et en particulier le psoriasis, ont même un effet à long terme, puisqu'il y a un bon nombre de patients qui rapportent qu'ils vont modifier leur choix de carrière, leur choix de travail, le fait de choisir d'avoir des enfants ou pas. C'est probablement lié aussi au fait qu'on sait que ces maladies sont fréquemment familiales, et donc ils ont peur de transmettre en fait cette pathologie. Le regard des autres est également important, donc ça a certainement un impact dans les choix de carrière. Et donc, ils vont renoncer parfois à une sociabilisation, renoncer à se maquiller du fait de leur pathologie. Diapositive. On voit aussi sur cette diapositive, par contre, que finalement, quand on prend en charge efficacement les patients, et on a aujourd'hui les moyens de les prendre en charge efficacement, on va permettre de modifier les contraintes et les choix que vont faire nos patients du fait de cette atteinte dermatologique, d'où l'importance, encore une fois, de les prendre en charge. Diapositive. Alors ça, c'est un autre effet finalement, enfin une autre manière de représenter l'impact bénéfique des traitements, hein. Je viens de vous dire qu'on en avait aujourd'hui de nombreux et de nombreux qui sont efficaces, hein. On est capable d'obtenir un quasi-blanchiment, en fait, donc une régression, une disparition des lésions de psoriasis. Et plus on améliore le psoriasis, meilleure est la qualité de vie et plus les patients vont pouvoir retrouver une vie un peu normale, la vie d'avant, comme parlaient nos patients experts à l'instant. Diapositive. Donc, il faut lutter contre cette inertie thérapeutique et qui est sans doute, qui est multifactorielle. Elle est parfois le fait des praticiens qui ont du mal à encourager l'usage de tel ou tel traitement, parfois le fait de patients qui finalement sont lassés d'avoir écrémé tous les dermatologues du coin qui leur ont promis uniquement des crèmes et une efficacité avec des crèmes. On sait que quand on a un psoriasis étendu, déjà c'est compliqué d'utiliser des crèmes, et puis finalement aujourd'hui, encore une fois, on a des outils à notre disposition qui sont à la fois plus efficaces et plus faciles d'utilisation. Diapositive. Alors, en dehors du psoriasis, quelles lésions dermatologiques on peut constater au cours des spondylarthrites? Alors, il y en a de multiples. Le pyoderma gangrenosum, qui est une maladie du neutrophile. Le neutrophile, c'est une de ces cellules qu'on peut avoir notamment dans la peau, mais qui est utile à notre organisme pour se défendre des infections. Et parfois, ce neutrophile peut s'activer de manière spontanée pour provoquer l'apparition de ces lésions pustuleuses, donc avec des lésions blanches qui ressemblent à une infection, mais quand on fait un prélèvement, il n'y a pas d'infection documentée. Ce sont des lésions souvent douloureuses et qui peuvent s'associer donc au rhumatisme des spondylarthrites. Diapositive. L'acné n'est pas une situation exceptionnelle au cours des spondylarthrites, des formes particulières à la fois d'acné et de spondylarthrite. Et là aussi, en fait, on pense que le neutrophile, notamment, a un rôle à jouer dans cette histoire-là. Et donc, on est de plus en plus vigilant à ces formes d'acné particulières qui sont souvent sévères, avec des lésions plus importantes que l'acné juvénile de l'adolescent, des lésions qui vont toucher en particulier la région presternale, donc la face antérieure du thorax, ou le dos. Diapositive. Et puis la maladie de Verneuil ou hydradénite suppurée, c'est une maladie qui est probablement sous-diagnostiquée et qui provoque l'apparition de nodules sous-cutanés, donc des
des lésions inflammatoires qui sont souvent localisées dans les plis, en particulier les régions axillaires, mais également les plis inguinaux, parfois les plis sous-mammaires. C'est une maladie qui est extrêmement douloureuse, qui va être responsable de suintements permanents et qui va très largement altérer la qualité de vie de nos patients. Et donc, c'est extrêmement important, si vous souffrez de telles lésions, d'en parler et de pouvoir faire reconnaître cette maladie, parce que là aussi, on commence à avoir un certain nombre d'outils thérapeutiques à notre disposition. Diapositive. Donc j'espère vous avoir convaincu qu'il ne faut pas négliger l'atteinte cutanée, qui a une répercussion forte sur la qualité de vie. Bien sûr, il y a d'autres choses en lien avec le psoriasis ou avec le rhumatisme psoriasique, tels que le syndrome métabolique, donc souvent des facteurs de risque cardiovasculaire. Il y a des traitements qui existent et aujourd'hui, vous le savez, on peut prendre en charge à la fois l'atteinte rhumatologique, mais également l'atteinte cutanée. Et vous l'avez vu aussi, quand on améliore finalement l'atteinte cutanée, on améliore globalement la qualité de vie des patients et je pense que c'est quand même le plus important. Diapositive. Voilà, donc je vous remercie pour votre attention, puis je reste à votre disposition pour des questions. Merci, merci beaucoup, professeur Burstein. Donc, pour l'instant, je n'ai pas de nouvelles questions pour les différents intervenants. Je rappelle donc que ces présentations seront normalement diffusées sur la chaîne YouTube de l'hôpital en replay. Je tenais à remercier vraiment tous les intervenants pour ces webconférences, mais également les associations de patients qui étaient présentes sur tous les fronts, au niveau des stands à l'hôpital, au niveau également des ateliers. Merci également à tous les intervenants des ateliers qui, je l'espère, pourront être également diffusés en replay. Et merci donc à ceux qui nous ont rejoints ce soir. Je vous souhaite à tous une bonne soirée et donc probablement à l'année prochaine pour une nouvelle journée des arthrites. Bonne soirée!